Bonjour, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui s'appelle Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin. C'est le prix Goncourt 2001, voilà, et il a été publié en 2001. Donc j'ai découvert ce livre avec grand plaisir et il est vraiment, enfin, c'est bête à dire, mais il mérite son prix Goncourt, voilà. Je ne sais pas si j'aurai toujours cette impression parce que je n'ai pas lu assidûment, spécialement les prix Goncourt, hein. Moi, les prix littéraires, bon, je ne suis pas certain que ça soit quelque chose de très pertinent, hein, de décerner des prix en littérature ou dans toute forme d'art. Je suis même finalement assez hostile à tout ce qui est compétition dans l'art. Bon, ça c'est un autre sujet. J'en parlerai une autre fois. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il le mérite. Alors pourquoi? Euh, Ce livre raconte une histoire vraie, mais évidemment à la sauce de l'auteur, romancée à la sauce de l'auteur. Cette histoire vraie, c'est celle d'une tentative de conquête du Brésil, ou du moins d'un morceau de Brésil, par un certain chevalier de Villegagnon au XVIe siècle, en plein milieu du XVIe siècle. C'est vraiment une histoire qui est méconnue de base, parce que moi je n'avais jamais entendu parler de ce chevalier de Villegagnon, et pourtant c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est Il y a tout. En fait, je comprends, hein, je comprends que Jean-Christophe Ruffin se soit saisi de cette anecdote historique, parce qu'elle a tout de romanesque. Elle a tout de romanesque. Vous avez, vous prenez un chevalier de Villegagnon euh, qui, qui est un personnage truculent, haut en couleur, et dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut en réalité, puisque ses grands discours ne mènent pas, enfin, ses grands discours mènent nulle part, hein. Mais en tout cas, il a un certain charisme, il exerce une certaine fascination sur ces hommes, et il parvient à les convaincre de tenter cette expédition au nom du roi Henri II pour la gloire de la France, etc., etc. Il arrive dans une baie qui deviendra Rio de Janeiro, oui, oui, mais qui là est déserte, habitée par quelques indigènes, quelques tribus indigènes, et il y a tout à faire. Il faut construire le fort, etc. Et ce qui est, alors là, vous pourriez penser que c'est un roman qui raconte une guerre, etc., ou des massacres d'indigènes, mais pas vraiment, pas vraiment. Ce n'est pas une énième variation de Pocahontas, rassurez-vous. Même si j'adore Pocahontas, j'adore Avatar de James Cameron, enfin en tout cas le 1, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Là, ce qui est incroyable, c'est que les Français ont importé au Brésil leur guerre de religion. Parce qu'au XVIe siècle, il se passe quoi? Eh bien, c'est la grande confrontation dans toute l'Europe, sanglante, hein, tragique, entre les catholiques et les protestants. Et ce petit fort euh, sur la côte du Brésil, avec vraiment juste l'océan et le rivage et les forêts comme horizon à l'autre bout de la planète, eh bien, ces Français n'ont finalement rien de mieux à faire que de reprendre de l'autre côté de l'océan leur guerre de religion. C'est absolument incroyable. J'ai vraiment adoré cette espèce de huis clos tragicomique. Et pourtant, l'œuvre ne se résume pas à ça. L'œuvre ne se résume pas du tout à ça. Donc il y a l'aspect historique, il y a l'aspect huis clos avec des conflits internes entre catholiques et protestants, mais il y a plein d'autres choses dans ce livre, plein d'autres aspects, vraiment énorme, énormément. Il est énorme, hein. Il fait 600 pages, il fait 600 pages qui se lisent très très bien. Et euh, les deux personnages principaux, donc c'est Juste et Colombe, si j'ai bonne mémoire, parce que ça fait quelques mois que je l'ai lu déjà. Ce sont deux enfants déshérités, d'origine noble, bon, voilà.
Et donc au début, on a vraiment cet enjeu chez les 2 adolescents, cet enjeu que, ils doivent, regagner leur héritage, injustement spoliés par, leur mère ou leur belle-mère, je sais plus. Et en fait, cet enjeu est vite oublié, donc bravo Jean-Christophe Rufin parce que là, il y avait un scénario qui avait l'air prévisible, mais qui finalement, ne l'a pas été. Parce que, une fois de l'autre côté de l'Atlantique, Juste et Colombe, se retrouvent, aux prises avec bien d'autres enjeux, bien d'autres soucis que leur héritage. Il y a d'un côté Juste, qui va tenter de faire ses preuves au service du chevalier de Villegagnon avec des problématiques, très romantiques, très héroïques, en tout cas dans la tête de Juste, parce que cet adolescent est nourri, de lectures, héroïques et il essaie de devenir un héros de roman. Bon, c'est compliqué parce que la réalité, historique est beaucoup plus complexe, que, le contexte d'un conte de fées, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, Colombe, elle, va se rapprocher des indigènes, et elle va vivre chez les indigènes, apprendre leur langue, s'initier à leur culture, à leur, vision du monde, leur spiritualité. Au niveau du style, Jean-Christophe Rufin m'a beaucoup étonné parce que il sa prose n'invite pas à retenir des citations. D'habitude, je saisis toujours l'occasion de recopier, sur un petit cahier, quelques phrases d'un roman qui ont été particulièrement bien tournées ou qui pourraient servir de maximes, de proverbes, vous savez, les fameuses citations d'écrivains qu'on trouve sur internet. Eh bien, là, pas du tout. Pas du tout. Jean-Christophe Rufin ne fait aucune parenthèse poétique ou philosophique. Il ne fait que raconter. C'est-à-dire que je peux essayer de... Toutes les phrases sont bien tournées, le vocabulaire est d'une richesse. Waouh! Le vocabulaire est éblouissant, enfin, fabuleux. Donc j'ai été fasciné par sa prose qui est d'une exactitude, d'une richesse, d'une fluidité incroyable. Et pourtant, si j'essaye de noter une phrase dans un cahier pour la ressortir plus tard, je ne peux pas, parce que chaque phrase a un lien direct avec le récit. Voilà. Il ne s'écarte jamais du récit pour faire une petite parenthèse, une considération morale ou une considération atemporelle sur tel ou tel sentiment humain. Non, 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 non. Non, non, là, on est vraiment dans. S'il y a des messages dans cette œuvre, et il y en a certainement, hein, mais je vous laisserai votre avis là-dessus. Je ne vais pas m'exprimer sur ce point. Mais s'il y a un message dans l'œuvre, il est vraiment mis en acte. Voilà. Mise en scène. La morale n'est pas écrite. Ce n'est pas un conte de Perrault. Et le contexte et les personnages sont suffisamment complexes pour que le message, s'il y en a un, ne soit pas évident. Voilà. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que moi maintenant, avec le temps, je suis de plus en plus porté sur ce genre d'œuvre. Ce genre d'œuvre où les, les personnages et le contexte sont fouillés, nuancés, subtils. La psychologie des personnages est crédible. Et la morale, entre guillemets, de l'histoire est accessoire, facultative. Et si elle est là, elle n'est pas explicite. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très précieux parce que même dans la fiction, s'il y a bien quelque chose qui se rapproche de la vie, c'est ce genre d'intrigue. Parce que dans la vie, nous tirons nos leçons nous-mêmes des événements, hein, et nous tirons nos propres leçons. Nous ne tirons pas tous les mêmes leçons des mêmes événements. Eh bien, c'est la même chose avec ce genre de récit. Nous n'allons pas retenir les mêmes choses, et l'auteur ne nous oblige pas, entre guillemets, à retenir tous les mêmes choses de son livre. Il ne nous oblige pas à interpréter de la même manière tous son roman.
Donc merci Jean-Christophe Ruffin pour ce moment de lecture incroyable. J'ai pris des notes, beaucoup, beaucoup de notes. Parce que là, il y a... Alors je veux pas effrayer les lecteurs en disant ça, hein, parce que c'est bien moindre que chez Umberto Eco, hein, mais il y a une dimension encyclopédique dans ce livre qui m'a époustouflé. Il fallait absolument que je prenne des notes sur le vocabulaire de la navigation, etc. Je me suis régalé. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein. Vous pouvez très bien lire le livre sans connaître tous les mots et sans prendre des notes, hein. C'est pas du tout obligatoire. L'auteur a suffisamment de talent pour ne pas obliger ses lecteurs à fouiller un dictionnaire à chaque mot un peu rare. La plupart du temps, on devine le sens de ces mots. Ce n'est pas aussi désagréable que chez Théophile Gautier, les 20 premières pages du Capitaine Fracasse, qui sont pour moi un modèle de ce qu'il ne faut pas faire quand on a du vocabulaire. Voilà, donc la lecture est fluide, je le répète, et voilà, c'est merveilleux. Bon, il y a plein d'autres aspects dans ce roman, ne croyez jamais que j'épuise tous les aspects d'un livre quand j'en parle. Lorsqu'il y a un talent, que lorsqu'il y a des talents comme cela, on ne peut pas épuiser le matériau, on ne peut même pas l'effleurer dans une vidéo de moins de 2 heures. Voilà. Donc comme moi je fais des vidéos de 10 minutes, vous pouvez être sûr que je n'ai fait qu'effleurer la croûte. Voilà. Bref, lisez-le. Et à bientôt pour un nouvel épisode.